À l'aube du 16 août, 57 camions chargés d'armes sont arrêtés à la frontière sud du Burkina Faso nationaux stratégiques majeurs. En quelques heures, cette saisie transforme un pays perçu comme assiégé en état capable de détecter, bloquer et exposer un corridor logistique international soigneusement testé. Que révèle cette nuit à chacun sur la guerre invisible entourant Ibrahim Traoré et la fragilité réelle des équilibres sahéliens? Si ce convoi a été stoppé à temps, d'autres ont peut-être déjà franchi les radars, et les choix à venir décideront du coup collectif. Ce texte propose une lecture rigoureuse de ce que la nuit du 16 août a réellement mis en mouvement, au-delà de l'image spectaculaire d'un convoi immobilisé à l'aube. Pour le lecteur, le bénéfice est immédiat. Comprendre ce qui change concrètement, en distinguant les faits établis des interprétations hâtives. L'enjeu dépasse un succès tactique. Il s'agit de savoir comment une interception peut devenir un révélateur systémique, capable d'exposer des chaînes logistiques, des vulnérabilités internes et des choix politiques sous contrainte. Deux risques se font face. Le premier consiste à surestimer un coup d'éclat ponctuel et à relâcher l'attention face à des réseaux qui apprennent et s'adaptent rapidement. Le second est inverse. Sous-estimer la portée d'indices concordants et manquer l'occasion de transformer une alerte en doctrine durable. Entre ces deux écueils, l'analyse suivra une ligne factuelle. Ce que les données montrent sera clairement séparé de ce qu'elles ne montrent pas encore. Chaque élément sera replacé dans sa chaîne de cause et d'effet, sans amplification inutile. La question directrice reste simple et exigeante. Comment voir la menace avant qu'elle ne frappe et à quel coût collectif une telle lucidité peut être maintenue dans la durée? Sur le terrain, la dynamique change d'échelle à partir d'un geste individuel. Le capitaine Moussa Kaboré, confronté à une route anormalement silencieuse et à une cadence inhabituelle, ordonne l'arrêt sans certitude absolue. Son témoignage est dépouillé, presque clinique. Il décrit une nuit où les signaux faibles comptent davantage que les preuves formelles et où la décision précède la confirmation. Cet instant ne bloque pas seulement des camions, il ouvre une séquence où la vitesse devient déterminante. À Ouagadougou, la réponse s'organise dans un autre registre. Le général Zerbo coordonne la consolidation des informations venues du terrain, les compare aux flux déjà surveillés et les transforme en actions synchronisées. Les corridors secondaires sont verrouillés avant que les chauffeurs ne mesurent l'ampleur de l'encerclement. Cette articulation entre vigilance locale et coordination centrale réduit brutalement l'espace d'improvisation du réseau clandestin. Le temps habituellement allié des trafiquants bascule du côté de l'État. La comparaison est éclairante. Sans la décision isolée du capitaine, la machine institutionnelle n'aurait rien à agréger. Sans la réaction centralisée, cette décision serait restée sans portée durable. Les deux niveaux se renforcent au moment précis où la pression augmente, comme deux plaques qui s'emboîtent sous contrainte. Dans cet enchaînement, la posture d'Ibrahim Traoré agit en arrière-plan comme un stabilisateur. En privilégiant la preuve sur la proclamation, il évite que l'événement ne se dilue dans la rhétorique. L'impact est précoce et mesurable. Les acteurs opérationnels gagnent en confiance et l'opinion perçoit une cohérence rare entre l'acte individuel et la réponse collective. Avant l'aube du 16 août, le corridor paraît ordinaire. Des routes secondaires déjà empruntées, peu surveillées à cette heure, intégrées depuis longtemps aux routines locales. Après l'interception, chaque kilomètre devient un point de contrôle potentiel, chaque arrêt une bifurcation stratégique. Entre ces deux états, tout se joue en quelques heures, selon une séquence précise où la rapidité et le silence sont déterminants. L'activation commence peu après 4 heures du matin. Les premiers rapports signalent un convoi inhabituellement dense, avançant lentement, comme s'il évaluait son environnement plutôt que de le traverser. L'ordre d'arrêt est donné. Les camions s'immobilisent.
Les conducteurs hésitent, aucun tir, aucune fuite immédiate. Cette absence de réaction violente surprend les équipes, mais confirme une hypothèse essentielle. L'opération reposait sur l'invisibilité, non sur l'affrontement. En quelques minutes, l'alerte remonte la chaîne hiérarchique. À Ouagadougou, la montée en régime est quasi instantanée. Les centres de commandement s'animent, les flux d'informations sont croisés avec des signaux financiers et logistiques déjà suivis. Une formule circule, brève et lourde de sens. Le convoi n'était pas isolé. À partir de cet instant, l'événement cesse d'être une saisie spectaculaire pour devenir une crise systémique. Les accès secondaires sont verrouillés, les unités spécialisées déployées, les marges d'évasion réduites. Le temps change de camp. Le point culminant survient avec les perquisitions simultanées déclenchées dans les heures suivantes. Entrepôts, garages, domiciles privés sont investis presque au même moment. Dans plusieurs sites, des stocks sanguins apparaissent, conditionnés et prêts à être distribués. Chaque découverte confirme que le convoi du 16 août n'était qu'un élément visible d'une architecture plus vaste. Les enquêteurs identifient d'autres des sociétés écrans, des relais administratifs et des itinéraires de repli. Le puzzle se referme progressivement à mesure que ces pièces s'assemblent. La tension s'élève alors sur le plan politique et diplomatique. Certaines chancelleries demandent des explications rapides, d'autres insinuent un déficit de transparence. La tentation de la surenchère verbale existe, mais elle est contenue. Ibrahim Traoré impose une règle simple et constante: avancer au rythme des preuves disponibles, montrer ce qui est établi, se taire sur ce qui ne l'est pas encore. Cette discipline narrative empêche l'emballement et protège la suite des investigations. Les répliques se propagent rapidement dans le pays. Les images des camions alignés circulent, provoquant d'abord la stupeur, puis une fierté prudente. Dans les casernes, la mobilisation se renforce. Dans les administrations, les procédures sont resserrées. Chaque acteur comprend que l'épisode ne se refermera pas en 24 heures. Il a ouvert une phase nouvelle où la vigilance devient une norme plutôt qu'une exception. Au terme de cette séquence, une certitude s'impose. L'événement n'a pas seulement stoppé un flux clandestin, il a révélé un rythme. Celui d'un réseau capable d'anticiper et celui d'un État capable, cette fois, de reprendre l'initiative sans précipitation. Avant le 16 août, la menace restait diffuse, difficile à saisir autrement que par des signaux fragmentaires. Après l'interception, elle devient mesurable. Trois repères chiffrés suffisent à structurer cette bascule et à imposer une lecture froide de ce qui a été évité sans extrapolation inutile. Commençons par un premier repère chiffré: 57 camions. Pris isolément, le chiffre frappe par son ampleur visuelle. Replacé dans son contexte opérationnel, il informe autrement. 57 véhicules coordonnés impliquent une logistique éprouvée, des chauffeurs formés, des itinéraires testés à l'avance et une synchronisation précise. L'interprétation est directe. Un tel volume ne relève pas de l'opportunisme, mais d'une préparation longue et structurée. Il indique une capacité à déplacer des cargaisons massives sans déclencher d'alerte immédiate, ce qui suppose une connaissance fine des routines de contrôle et des zones de relâchement. Vient ensuite un second repère: 40 000 combattants potentiels. Les analystes estiment que la cargaison saisie aurait permis d'équiper des unités complètes sur plusieurs fronts. À cette échelle humaine, la nature du risque change. Il ne s'agit plus d'un trafic lucratif destiné à alimenter des groupes dispersés, mais d'un basculement militaire programmé. Le chiffre ne mesure pas une intention politique explicite, il mesure un effet potentiel. Et cet effet suffit à requalifier la menace aux yeux de l'État, en la faisant passer d'un danger latent à une capacité de déstabilisation majeure. Enfin, un troisième repère éclaire l'ampleur financière: 1 milliard de dollars.
Cette somme, fragmentée en 40 et un compte réparti sur 7 juridictions, finance l'ensemble de l'opération. L'interprétation dépasse le montant lui-même. La fragmentation financière vise à contourner les seuils de détection classiques et signale une expertise transnationale avancée. Ce n'est pas seulement l'argent qui inquiète, mais la méthode de sa circulation. Elle révèle un réseau capable d'adapter ses flux pour rester sous les radars réglementaires, tout en conservant une cohérence d'ensemble. Autour de ces trois repères, les enquêteurs reconstruisent un modèle opérationnel en couches. Les flux financiers circulent par microtranches, évitant les alertes automatisées. Les, so- les sociétés écrans, identifiées notamment à Lomé et à Accra, servent de relais administratifs et logistiques. Les armes, issues de provenances multiples, réduisent la dépendance à un fournisseur unique et renforcent la résilience du réseau face aux saisies ponctuelles. La donnée balistique complète le tableau. La diversité des origines montre que le réseau s'est combiné stocks dispersés, chaînes industrielles officielles et reventes privées. Pour les analystes, cette hétérogénéité est un indicateur clé. Plus un système est composite, plus son démantèlement exige une réponse elle-même coordonnée, multidimensionnelle et durable. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré s'aligne sur la logique des chiffres. Il ne dramatise pas les volumes, il les ordonne. Chaque donnée est présentée comme un seuil à ne pas franchir de nouveau. Cette discipline transforme les preuves en outil de décision plutôt qu'en argument politique. La question ouverte au terme de cette lecture quantitative est simple et exigeante. Si les chiffres éclairent la menace avec autant de précision, comment doivent-ils désormais guider la riposte pour que le prochain corridor testé soit détecté avant même d'exister? Deux lectures contradictoires émergent d'après les premières révélations et les ignorer affaiblirait l'analyse. La première, dominante au sein des services de sécurité, affirme que la saisie du 16 août constitue la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Les indices s'additionnent: itinéraires testés, financement fragmenté, sociétés écrans répartis entre plusieurs capitales, diversité des provenances d'armes. Dans cette lecture, l'ampleur organisationnelle exclut l'hypothèse d'un trafic opportuniste. Elle décrit une offensive hybride pensée pour frapper vite sur plusieurs points en exploitant la porosité régionale et la prévisibilité de certains contrôles. La seconde lecture adopte un regard plus sceptique et insiste sur les fragilités internes. Selon ses partisans, un volume aussi massif n'aurait pas pu circuler sans complicité locale, routines administratives connues ou zones de surveillance inégales. Ils mettent en garde contre un emballement narratif qui externaliserait entièrement la responsabilité, au risque de masquer des dysfonctionnements anciens. Ils soulignent aussi l'absence, dans les premières heures, de confirmation indépendante complète et rappellent que des réseaux expérimentés savent instrumentaliser les failles existantes sans nécessairement les créer. La réponse la plus solide n'émerge qu'avec l'arrivée d'une vérification extérieure. Des inspecteurs régionaux examinent les scellés, recoupent les marquages, évaluent la cohérence logistique et financière. Leurs conclusions ne balaient pas les critiques mais tranchent l'essentiel. Oui, l'ingérence est documentée et structurée. Oui aussi, certaines vulnérabilités internes ont facilité l'approche du convoi. Les deux lectures ne s'annulent pas. Elles se complètent et se renforcent. Cette synthèse a une conséquence pratique immédiate. Si la menace est transnationale, la riposte doit l'être aussi par le partage de renseignements et la coordination opérationnelle. Si des failles internes existent, elles doivent être corrigées sans délai par des contrôles plus imprévisibles et des procédures resserrées. La posture d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cet équilibre. Reconnaître la complexité sans diluer la responsabilité, refuser la simplification sans paralyser l'action.
À ce stade, le débat cesse d'être idéologique, il devient opérationnel. La question n'est plus de savoir qui a raison, mais comment intégrer ces deux lectures pour empêcher qu'un scénario similaire ne se reproduise sous une autre forme. Pour mesurer l'ampleur de ce qui a été évité, arrêtons-nous sur un détail qui, au départ, paraît presque irréel. Un gouvernement était déjà prêt. Après plusieurs jours de tensions contenues, un élément bref mais décisif est révélé. Les documents saisis montrent que les auteurs de l'opération n'anticipaient pas seulement une phase de violence, mais une prise de relais institutionnelle immédiate. Des portefeuilles ministériels sont déjà attribués. Des projets de décrets sont rédigés. Un calendrier de mesures publiques est planifié 48 heures après le chaos attendu. L'interception du convoi n'a donc pas seulement empêché une montée en armes, elle a interrompu une tentative de réécriture politique. Ce dévoilement change la nature même de la menace évaluée par l'État. Les armes et les financements apparaissent comme des moyens, non comme une fin. L'objectif visé n'était pas seulement de déstabiliser, mais de remplacer en s'appuyant sur une architecture prête à être activée. À partir de ce point, l'analyse quitte le registre strictement sécuritaire pour entrer dans celui de la souveraineté. Pour l'opinion publique, l'effet est immédiat. Le pays n'a pas seulement frôlé l'affrontement, il a frôlé une transition imposée, déjà écrite sur le papier. Cette prise de conscience éclaire la retenue observée jusque-là. Montrer avant d'annoncer devenait une nécessité stratégique. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré agit comme un régulateur du tempo. En laissant les preuves parler avant le discours, il transforme une interception en pivot de compréhension collective. Une question se referme. Une autre s'ouvre: comment empêcher qu'un tel scénario ne se recompose sous une forme différente? Pour l'État, l'impact est d'abord institutionnel. Les rapports consolidés à la suite du 16 août redéfinissent la hiérarchie des menaces et imposent une révision immédiate des priorités. Les services cessent de fonctionner en silo. Les bases de données sont croisées, les chaînes de décision raccourcies, les contrôles rendus moins prévisibles. Cette réorganisation n'est pas symbolique, elle modifie la manière dont l'information circule et dont l'alerte est traitée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage méthodologique non par des déclarations, mais par une exigence de preuve et de coordination qui structure l'action publique. Pour les acteurs économiques, la conséquence est plus ambivalente. Dans les premières heures, la prudence domine. Certains investissements sont suspendus, des projets différés, par crainte d'une instabilité prolongée. Puis un mouvement inverse apparaît. Les banques nationales observent un repli des capitaux vers le marché intérieur, signe d'une confiance recentrée. Les entreprises ajustent leurs plans, intégrant désormais la variable sécuritaire comme un paramètre permanent plutôt qu'exceptionnel. La stabilité perçue ne repose plus sur l'absence de menace, mais sur la capacité démontrée à y répondre rapidement. Pour les citoyens, l'effet est avant tout psychologique et social. Les images des camions interceptés provoquent un choc initial, suivi d'un soulagement mesuré. Dans les écoles, les marchés et les médias locaux, la discussion s'installe. La question n'est plus seulement ce qui a été évité, mais comment prévenir la répétition. La vigilance devient un thème partagé, nourri par la clarté des informations disponibles. Cette appropriation collective ne supprime pas l'inquiétude, mais elle transforme la peur diffuse en attention active. Pour la région, enfin, les répercussions dépassent les frontières nationales. Les documents saisis indiquent que le Burkina Faso n'était pas l'unique cible envisagée. Des pays voisins apparaissent dans des phases ultérieures du plan. Cette révélation accélère les échanges de renseignements et renforce les mécanismes de coopération sécuritaire. Des patrouilles conjointes sont envisagées, des cadres de dialogue réguliers se mettent en place. Un message commun émerge progressivement. Une attaque contre l'un constitue une menace potentielle pour tous. À l'intersection de ces quatre dynamiques,
une réalité s'impose. L'événement du 16 août n'a pas seulement interrompu un complot, il a modifié des comportements, des attentes et des alliances. La saisie des camions agit comme un révélateur durable, dont les effets se mesurent en moins en stock confisqué qu'en changement de pratique. La question qui demeure est ouverte et concrète. Comment maintenir ces ajustements dans le temps sans retomber dans la routine qui rend les menaces de nouveau invisibles? À partir des mêmes données, trois trajectoires se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles encadrent ce qui devient plausible selon les décisions prises après le 16 août et selon la capacité à transformer une alerte évitée en levier durable. Dans une trajectoire de référence, si les dispositifs actuels sont consolidés sans accélération majeure, la stabilité se maintient sous vigilance constante. Les échanges de renseignements progressent par paliers, souvent efficaces mais encore dépendants des équilibres politiques internes. L'activité économique reprend lentement, tirée surtout par la demande intérieure. La pression diplomatique persiste, sans rupture nette. Cette trajectoire privilégie l'endurance. Elle vise à éviter le recul et à limiter les chocs, sans résoudre complètement la menace latente. Dans une trajectoire favorable, si les enseignements du 16 août sont pleinement intégrés, une dynamique régionale plus structurée émerge. Les mécanismes de coopération deviennent plus fluides, les alertes plus précoces, les réponses plus coordonnées. Cette crédibilité sécuritaire renforce la position du pays dans les discussions internationales et rassure progressivement les investisseurs. Les réformes institutionnelles gagnent en cohérence et en lisibilité. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré incarne moins une réponse ponctuelle à la crise qu'un pivot de stabilisation à moyen terme. Dans une trajectoire défavorable, si la pression extérieure s'intensifie et que les vulnérabilités internes ne sont pas corrigées, le pays entre dans une phase de tension prolongée. Les flux d'investissement se tarissent, des restrictions économiques apparaissent et des campagnes de désinformation fragilisent l'opinion. Les divisions internes s'accentuent, compliquant la gestion sécuritaire et politique. Une alerte déjouée se transforme alors en point de fragilité durable. Ces trois trajectoires partagent une leçon commune. Les données n'imposent pas une issue unique, elles conditionnent les marges de manœuvre. Le choix stratégique consiste à transformer une crise évitée en apprentissage collectif plutôt qu'en parenthèse refermée trop vite. Au-delà des institutions et des scénarios macro, la séquence du 16 août se traduit par des effets tangibles pour ceux qui vivent avec ces conséquences au quotidien. Trois groupes en particulier perçoivent différemment ce basculement évité, et chacun y projette des attentes spécifiques. Pour les citoyens ordinaires, la question est immédiate et simple. Sommes-nous plus en sécurité aujourd'hui qu'hier? La saisie des camions a d'abord provoqué un choc visuel, suivi d'un soulagement prudent. Mais ce soulagement reste conditionnel. Il dépend de la continuité des actes visibles, contrôle régulier, information compréhensible, cohérence dans la durée. La confiance ne se nourrit pas de discours répétés, mais de la prévisibilité des comportements publics face à une menace connue. Pour les acteurs économiques, le regard sur Silvergate oscille entre prudence et opportunité. Les petites entreprises veulent savoir si l'activité pourra se poursuivre sans interruption soudaine. Les structures plus importantes recherchent des signaux de lisibilité à moyen terme. Beaucoup interprètent la crise comme un double message, un risque réel, mais aussi la preuve qu'une capacité de réaction existe. Un premier ajustement s'impose alors. Intégrer la variable sécuritaire dans la planification courante sans la transformer en frein systématique. Pour les jeunes et les institutions éducatives, l'impact est plus diffus mais profond. Les discussions s'élargissent à la souveraineté, à la responsabilité collective et au rôle de décision prise loin de leur quotidien immédiat. Ils attendent un récit explicatif, ni alarmiste ni édulcoré,
capables de relier les faits à leur avenir concret. L'enjeu est pédagogique autant que civique. À travers ces trois regards, une constante apparaît. La cohésion ne naît pas spontanément. Elle se construit lorsque l'État parle avec précision et lorsque la société transforme l'information en engagement mesuré. À la suite du choc du 16 août, la réponse de l'État ne se limite pas à un constat. Une feuille de route pragmatique se met en place, structurée autour d'actions mesurables et de responsabilités clairement assignées. L'objectif n'est pas d'annoncer une rupture spectaculaire, mais d'installer une prévention durable vérifiable dans le temps. Voici d'abord le contrôle des corridors sensibles. Des unités mixtes associant armée et douane établissent des zones de surveillance continue sur les itinéraires identifiés. Le calendrier est immédiat, l'indicateur est précis. Réduire durablement les flux non déclarés par une présence visible et des contrôles moins prévisibles. Vient ensuite la fusion des données. Les bases d'information de la police, de l'armée, des douanes et des cellules cyber sont interconnectées. L'enjeu central consiste à raccourcir le délai entre signal faible et décision opérationnelle. Le succès se mesure en heures gagnées, non en volume de données accumulées. Une autre dimension concerne la gestion des saisies. Une partie des armes confisquées est détruite de manière contrôlée. Une autre est valorisée juridiquement pour financer des infrastructures civiles, notamment des écoles et des dispensaires. Le critère d'évaluation repose sur des réalisations visibles dans l'année, pas sur des annonces. La coopération régionale s'intensifie également. Les mécanismes d'échange sécuritaire avec les partenaires du Sahel sont renforcés par des réunions régulières et des patrouilles conjointes. La coordination devient la norme plutôt que l'exception. Enfin, l'implication citoyenne devient un levier clé. Des dispositifs de signalement précoce et d'intégrité transforment la vigilance individuelle en ressources collectives documentées. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré agit comme garant de la cohérence. Les données ne servent plus seulement à comprendre la menace, elles structurent désormais la riposte. Une image revient avec insistance lorsque la séquence du 16 août se referme, celle du capitaine Moussa Kaboré, seul face à une route silencieuse au moment précis où l'incertitude est à maximale. Il n'y a ni foule, ni caméra, ni certitude de soutien immédiat, il y a un choix. Ordonner l'arrêt sans garantie. Ce geste n'a rien d'héroïque au sens théâtral. Il est méthodique, presque ordinaire, et c'est précisément ce qui lui donne sa portée. Cette scène fait écho à la ligne suivie au sommet de l'État. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un homme de proclamation, mais comme un régulateur du tempo. Il relie l'acte individuel à la réponse collective, la vigilance locale à la cohérence nationale. En laissant les faits précéder les mots, il transforme une nuit de tension en trajectoire lisible, compréhensible et partageable. Le fil conducteur devient alors clair. La souveraineté ne se décrète pas. Elle s'exerce dans la capacité à agir avant que le pire ne s'impose. Elle repose sur des décisions répétées, parfois invisibles, mais alignées dans le temps. Le 16 août cesse d'être une simple date. Il devient rappel durable de ce qui maintient un pays debout lorsque la pression monte. La vigilance précède toujours la souveraineté. Ce qui s'est joué le 16 août dépasse un épisode sécuritaire ponctuel. Il s'agit d'une expérience collective sur la manière dont une société peut faire face à une menace diffuse sans se refermer sur elle-même. Le Burkina Faso a montré qu'anticiper, documenter et coordonner peut transformer une alerte en apprentissage partagé. Cette dynamique, toutefois, ne se maintient que si elle reste comprise, discutée et appropriée. La question n'est donc pas uniquement institutionnelle, elle est profondément civique. Comment maintenir un haut niveau de vigilance sans installer durablement la peur? Comment renforcer la souveraineté sans étouffer le débat intérieur ni la pluralité des points de vue?
Et comment faire en sorte que la clarté des faits continue de primer sur les simplifications commodes lorsque la tension retombe? Chacun détient une part de réponse. S'informer avec rigueur, refuser les récits trop faciles, relier les décisions publiques à leurs effets concrets sont des gestes modestes mais cumulatifs. C'est dans cet espace de discussion que se construisent les choix collectifs durables. La parole reste ouverte. Selon vous, qu'est-ce qui permet à un pays de se protéger efficacement tout en restant fidèle à son débat interne? Vos analyses, accords et désaccords nourrissent cette construction commune.